Alors la médecine de l'Égypte ancienne, quand on y pense, on a tout de suite des images en tête, pas vrai? Des prêtres, des formules magiques, des remèdes un peu bizarres. Bref, quelque chose qui ressemble plus à de la sorcellerie qu'à de la science. Mais, et si cette image n'était qu'une partie de l'histoire? Et si, caché derrière la magie, il y avait en fait une science bien plus moderne qu'on ne le pense? Voilà, c'est vraiment la question. Médecine ou magie? Pour les anciens Égyptiens, où est-ce qu'on traçait la ligne entre la science et la croyance? Est-ce qu'on avait affaire à des médecins super pragmatiques ou plutôt à des magiciens? Eh bien, on va le voir, la réponse est loin, très loin, d'être un simple oui ou non. C'est beaucoup plus fascinant que ça. Alors, pour essayer de comprendre cette frontière un peu floue, on ne va pas se lancer dans de grandes théories abstraites. Non, on va faire beaucoup mieux. On va plonger directement dans un cas très concret, tiré de vrais textes médicaux, des papyrus qui nous sont parvenus après des milliers d'années. Nos sources, ce sont des documents incroyables, comme le fameux papyrus Ebers. Et attention, on ne parle pas de traités philosophiques ou de textes vagues, non, ce sont de vrais manuels pratiques, bourrés de recettes et de protocoles de soins destinés à de vrais patients. Et pour notre petite enquête, on va se pencher sur un sujet qui peut paraître étonnamment moderne et surtout très concret, la contraception. Oui, comment les Égyptiens géraient ça il y a plus de 3500 ans? C'est justement là que la science et la croyance vont se télescoper de la façon la plus inattendue. Allez, rentrons dans le vif du sujet avec une prescription bien précise. Et ce qu'on va lire, ce n'est pas une interprétation. C'est la traduction directe d'une recette médicale de l'époque. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. C'est on ne peut plus direct et clair. L'objectif, il n'est pas du tout symbolique. Il est incroyablement pratique. On veut empêcher une grossesse, et pas juste pour un mois, pour 1, 2 ou même 3 ans. La question, c'est comment est-ce qu'il comptait s'y prendre? Alors la recette, elle est d'une précision presque clinique, c'est assez fou. Première étape, on prend des ingrédients bien précis. De la cassia, de la caroube, des dattes. Ensuite, deuxième et troisième étape, on prépare tout ça. On broie le tout très finement et on mélange dans du miel. Et pour finir, étapes 4 et 5, on applique la mixture avec une méthode claire. On en imbibe un tampon qu'on place dans le vagin. Franchement, jusqu'ici, ça ressemble à n'importe quelle préparation pharmaceutique, non? Bon, c'est là que ça devient vraiment intéressant, quand on se penche sur les ingrédients. Parce que cette recette, ce n'est pas un cas isolé. D'autres textes nous donnent des listes de composants, disons, assez surprenantes. Alors oui, on a des choses assez logiques comme du sirop de date, de l'huile, du sel, mais à côté de ça, on trouve des trucs beaucoup plus bizarres. Le clou du spectacle, c'est quand même la fiente de crocodile. Oui, vous avez bien entendu. La question c'est pourquoi? Quel est le raisonnement derrière un choix pareil? En fait, si on y regarde de plus près, on peut classer ces ingrédients. D'un côté, on a les dattes et le miel qui servent de base, de véhicule pour le reste. De l'autre, la fiente de crocodile. Là, on est clairement dans le symbolique, le magique. Mais il y a l'acacia. Et l'acacia, lui, il est dans une toute autre catégorie. Et c'est là que tout bascule. Parce que, croyez-le ou non, au milieu de cette liste qui a l'air tout droit sortie d'un grimoire, il y a un ingrédient qui a une base scientifique. Et une base scientifique qui est étonnamment moderne. Le secret, le voilà. La gomme d'acacia, quand elle fermente avec le miel, elle libère de l'acide lactique. Et l'acide lactique, c'est un spermicide très efficace. C'est une substance qui tue les spermatozoïdes. Et le plus fou dans tout ça, c'est un composant qu'on utilise encore aujourd'hui dans certaines gelées contraceptives modernes. Ça veut dire que les Égyptiens, par l'observation, par l'expérience, avaient découvert un principe pharmacologique totalement valide. Cette découverte, elle nous oblige à revenir à notre question du début. Comment est-ce possible? Comment la fiente de crocodile, purement symbolique, et l'acide lactique, scientifiquement efficace, peuvent se retrouver dans la même ordonnance, dans le même système médical? En fait, la médecine égyptienne fonctionnait sur 2 jambes. D'un côté, une base empirique, basée sur l'expérience. On a testé, on a vu que l'acacia, ça marche. Et de l'autre, une base symbolique. On pense que la fiente de crocodile, qui vient d'un animal très puissant et fertile, doit avoir un pouvoir sur la fertilité. Et voilà le point absolument crucial. Pour un médecin égyptien, ces 2 approches n'étaient absolument pas en conflit. En fait, pour lui, la distinction qu'on fait aujourd'hui entre scientifique et magique n'existait tout simplement pas. L'un n'annulait pas l'autre, au contraire. Tout ça faisait partie d'un seul et même soin global. Et ça nous amène à la conclusion principale qu'on peut tirer de tout ça. Voilà la grande idée. On ne peut pas séparer ces 3 choses. La médecine, la magie et la religion. C'est un tout. Essayer de les découper en morceaux, c'est juste plaquer notre vision moderne sur une culture qui pensait le monde complètement différemment. Pour eux, soigner quelqu'un, c'était agir sur tous les plans en même temps. Le physique, le magique et le divin.
Donc il faut vraiment arrêter de voir la médecine égyptienne comme une sorte de science primitive ou ratée. C'était tout autre chose, c'était un système de pensée holistique, une façon cohérente de voir et d'agir sur le monde où le concret et le symbolique n'étaient pas ennemis, mais des alliés qui se renforçaient l'un l'autre. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de ce voyage dans le temps? Bien sûr, notre médecine moderne, en se concentrant uniquement sur la science, a fait des bonds de géant en efficacité, c'est indéniable. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans ce processus, en mettant de côté tout ce qui n'est pas mesurable, on n'a pas perdu quelque chose en route? Une dimension du soin, une recherche de sens, que les Égyptiens, à leur manière, avaient intégrée. C'est une question qui mérite d'être posée.